Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vous le savez, c'est du lundi au vendredi en direct et vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, Bien dans son job, libérer son potentiel humain, c'est important grâce au coaching et à l'auto-coaching. On en parle avec le fondateur de la société MoveOn, il est notre invité. Smart et Réglo, l'Europe et l'intelligence artificielle avec une nouvelle réglementation. Ce n'est pas la RGPD, on fera le point avec une avocate dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer pour se détendre. Des hard skills aux math skills. Bah oui, elle a tendance, Fanny, à nous mettre des mots anglais. Elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Le cercle RH, notre débat, sujet sensible, la réforme de l'assurance chômage. Oui, elle devrait entrer en vigueur au 1er juillet prochain. Obstination du gouvernement malgré une forte opposition des syndicats, mais aussi d'économistes très proches du président de la République. On fera le point sur les motifs qui justifient cette réforme. Et puis fenêtre sur l'emploi. Alors sujet sensible lui aussi parce qu'une entreprise française cherche 1000 dealers. Tiens, des dealers, mais c'est interdit, non, des dealers légaux pour du CBD, du cannabis légal vendu dans des magasins. On parlera donc de cannabis sur ce plateau. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job et on parle du coaching. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, vous l'imaginez, il faut peut-être parfois être coaché. On en parle avec Alain Manoukian. Bonjour Alain Manoukian. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes cofondateur de MoveOn. Vous êtes coach certifié depuis 2003, c'est bien ça? C'est ça, oui, depuis 2003. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on était très peu dans le coaching et j'ai décidé de quitter le monde des grandes entreprises pour me lancer dans le coaching à l'âge de 45 ans. 45 ans, précurseur en matière de coaching. Et puis aujourd'hui, vous avez monté MoveOn. Il faut le préciser à ceux qui nous regardent parce que ceux qui nous suivent, on a vu votre fils qui était venu, Hugo. C'est une belle entreprise familiale. Hugo, Axel et Alain, vous avez créé cette entreprise. C'est plutôt vos enfants aujourd'hui qui sont en première ligne. Mais c'est vous qui avez imaginé tout cela en 2015. Alors oui et non, parce qu'en fait, ça s'est fait sur un télésiège et c'est mes enfants qui sont venus me confronter alors que ça faisait 15 ans. Complètement alignés. J'étais dans le coaching depuis 15 ans et c'est eux qui m'ont dit finalement ta façon de faire est un petit peu dépassée, c'est un peu has-been d'une certaine façon. Ils sont venus me confronter. Il faut mettre du digital. Et MoveOn est né de cette idée-là, de Axel et de Hugo, où on a créé cette société en 2015. L'expérience et le digital qui se sont mariés. L'expérience et le digital, l'humain et le digital se sont mariés, puisque auparavant, effectivement, le coaching se faisait essentiellement en approche directe, en présentiel, et on a démocratisé cette approche à tel point qu'aujourd'hui, on a pas loin de 500 coachs qui sont dans le monde, qui sont certifiés, qui parlent 30 langues. 70 personnes travaillent chez MoveOn et on a approximativement 220 clients, dont 30 à 50% du CAC 40. MoveOn avec des belles entreprises. Je voulais signaler ce livre parce qu'on va en parler. Le leadership de soi, c'est votre livre, Alain Manoukian. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Parce qu'il y a un double débat qu'on va avoir aujourd'hui. Il y a à la fois être coaché, accompagné, ça c'est les équipes de MoveOn. Et puis vous nous expliquez dans une méthodologie assez claire et assez précise qu'on peut aussi s'auto-coacher. J'ai constaté, j'ai dû faire des bons milliers de coaching dans ma vie et j'ai constaté que les personnes étaient fondamentalement désorientées pour pas grand-chose. Il suffisait d'un petit déclic, d'un petit déclencheur et je me suis dit, et en plus la Covid étant venue par là, si on pouvait offrir à ces personnes-là une façon d'avoir un outil d'auto-coaching leur permettant au moins d'avoir un petit déclic et un déclencheur, j'aurais accompli une partie du sens de ma vie, de transmettre effectivement les choses. Osez-vous libérer? L'idée c'est qu'on doit trouver en soi son énergie pour se libérer. Il y a une méthodologie, on commence par quoi? D'abord, on se relaxe, qu'est-ce qu'on doit faire là? Oui, alors l'objectif, il est double. Un, c'est prendre les bonnes décisions face à des choses qui nous arrivent ou qui ne dépendent pas de nous. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, aller se libérer son potentiel pour aller peut-être et certainement vers ses rêves, puisqu'on a tous des rêves dans la vie et combien de rêves sont étouffés. Alors la méthodologie, c'est effectivement comprendre sur une approche tout à fait traditionnelle de diagnostic, de commencer effectivement à réfléchir de là où on en est. Donc il y a des outils pratiques opérationnels dans le livre, des schémas, des explicatifs, des tests permettant de le faire, et ensuite de se dire finalement, c'est quoi mon rêve? Commencer par le rêve, parce que c'est ça, hein, c'est comme disait notre ami Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, de tirer effectivement par le haut et d'avoir effectivement ce rêve, quoi. Quel est
mon rêve. On cite beaucoup de Johnny Hallyday sur ce plateau, je tiens à le préciser, vous n'êtes pas le premier à nous citer Johnny Hallyday. Pourquoi pas, c'est une référence, parce que lui aussi est allé au bout de ses rêves, c'est le cas de le dire, pour faire une référence à une autre chanson. Ça commence par « Je suis responsable de mes actes, je n'accuse ni les autres, ni les circonstances ». Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement, ça ? Ça veut dire qu'on a toujours le moyen de pouvoir effectivement se développer, et quelles que soient les situations de la vie. Moi, j'ai aussi une autre situation, celle de Jean-Paul Sartre, qui dit « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous ». Alors parfois, il faut la relire 2 fois, cette phrase, il faut le dire. Mais ça veut dire que cette phrase est excessivement positive, quoi. Elle est adorable, parce qu'elle nous entraîne vers un mieux demain, et elle nous responsabilise par rapport à nos actions. Et une deuxième aussi phrase que j'ai fait mienne, que là j'ai adaptée, c'est dire ce n'est pas parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille que je n'ai pas le droit de réussir ma vie. On peut toujours se mettre effectivement en situation et en action par rapport aux choses, encore faut-il en être conscient, avoir un déclencheur, peut-être des amis, des personnes, des relations et de soi, qui nous permettent effectivement de nous déployer. J'ai toujours un carnet sur moi pour noter les situations vécues, je m'autorise un espace de recul par période, puis après une méditation, donc on en arrive quand même à la respiration et à la relaxation, du yoga. Je repense à mon vécu, donc on fait un travail sur soi-même, et à la fin, cette phrase-là, je l'adore évidemment, je me fixe un objectif SMART, ça tombe très bien, vous êtes sur Bismart. Ça veut dire qu'il y a tout un processus que l'on peut faire soi-même, d'introspection, de relaxation, pour se poser, et c'est parce qu'on est relâché qu'on prend le bon chemin ? Tout à fait. Dans mon premier livre que j'ai écrit, Être manager responsable, en 2011, je préconisais pour les managers notamment le point de rencontre, ce qu'on appelle le point de rencontre avec ses collaborateurs, son environnement, mais avec soi. C'est la capacité de prendre un temps pour soi, le care vis-à-vis de soi, et de pas de le faire sous la douche ou comme un certain président, mais de le faire effectivement à un moment donné. Ou en se rasant peut-être. Ou en se rasant, qui permet effectivement de prendre ce recul-là. Et ce recul, c'est vrai que c'est bien si on fait une méditation, une cohérence cardiaque, enfin tous les outils un peu classiques du yoga ou éventuellement du sport, qui permettent de réfléchir à sa semaine passée, à son mois passé, et dire finalement j'en suis où de ma vie. C'est tous les vœux pieux que l'on fait en fin d'année pour Noël. Ou on fait plus souvent. On le fait plus souvent et le faire régulièrement, et surtout après de le mettre en action. Parce que le coaching, c'est vraiment l'art de l'action. Le coaching, c'est l'art de l'action. C'est pas trop philosophique, hein, on n'est pas dans la psychologie. On pose et ensuite on agit. Et on agit, on se met en place. Je suis OK avec mon ego et mon modèle soit parfait. Je m'autorise à faire des erreurs et à me prendre des vestes, parce que ça, c'est un vrai sujet que vous avez dû rencontrer. Des personnes tellement exigeantes avec elles-mêmes qu'elles ne supportent pas l'action de peur de faire l'erreur. Ça, c'est typique. Oui. Typiquement, là, il y a un travail sur l'ego à faire, et c'est s'autoriser effectivement à prendre des vestes. Il y a un très bon bouquin d'Annabelle Roberts qui a fait un livre, Autorisez-vous les vestes, que je mets sous la forme de test and learn. Hein, et il faut y aller pas à pas, d'une première part. Hein, c'est pas à pas, et c'est une théorie du petit pas, pas se fixer un objectif trop haut, et puis accepter 2 fois, 3 fois, 4 fois, et même accepter un nombre de vestes par jour. Un dernier mot, Alain Manoukian, je pratique l'approche PDCA pour faire des ajustements. Alors c'est un acronyme que vous ne connaissez peut-être pas. C'est quoi l'approche PDCA que vous développez dans votre livre ? C'est tout simplement l'approche de la qualité que l'on a en entreprise. C'est tout simplement, on se fixe un objectif, P, plan d'action, d'où on le fait, on se met en action, hein, avec plus ou moins des peurs. Ensuite, on fait un delta, un ajustement entre ce qu'on a fait et ce qu'on a dit qu'on faisait, et puis on l'ajuste, tout simplement. Et pour moi, c'est la roue du progrès. C'est vraiment la roue du progrès qui nous entraîne effectivement le toujours plus, et que l'on retrouve effectivement chez Move One, puisque Move One a développé une approche un peu comparable avec le modèle CAR, prendre conscience, apprentissage, et ensuite responsabilisation. Ça, c'est la méthodologie, c'est le cadre méthodologique que vous avez fixé à l'ensemble de vos formateurs et de vos coachs, on est bien d'accord. De nos coachs qui travaillent de cette façon. Juste avant de partir, toute cette méthodologie, à un moment donné, quand on va très très loin sur soi-même, on se dit, mais après tout, je me suis carrément trompé d'entreprise, j'ai même plus envie d'y être. Ça arrive, ça, ou l'objectif, c'est quand même d'accompagner la personne pour qu'elle reste dans l'entreprise ? À la fois, l'objectif, si elle n'est pas bien dans l'entreprise, autant peut-être qu'elle parte aussi. C'est-à-dire que la question de la motivation, la question du rêve, la question du sens que l'on donne à la vie, c'est pour ça que je parle de différentes intelligences aussi dans mon ouvrage. Il y a l'intelligence que j'appelle spirituelle, c'est pas au niveau effectivement de la religion, mais du sens que l'on donne aux choses, qui est absolument indispensable. Et pour moi, elle est importante. Le leadership de soi pour Sapiens en quête de sens. Je n'avais pas donné le sous-titre. Alain Manoukian, merci d'être venu nous rendre visite. Après avoir croisé Hugo il y a quelques mois, peut-être presque 1 an d'ailleurs, à la création de cette chaîne. Je rappelle, Alain, que vous êtes cofondateur de Move One et auteur du livre Le leadership de soi pour Sapiens en quête de sens. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci Alain. On va parler d'un sujet qui vous concerne, vous qui dirigez cette entreprise, c'est les nouvelles règles d'intelligence artificielle. Vous êtes en plein dans le numérique. Nouvelles règles européennes. Et il ne s'agit pas de RGPD. Qu'est-ce que c'est ? On en parle.
On parle d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup sur ce plateau. C'est évidemment la poussée du numérique, de la transformation digitale. Elle a des implications juridiques et on va en parler avec Desislava Savova. Je l'ai bien dit ? C'est ça, parfait. Bah écoutez, c'est un bon début. C'est la première fois que vous venez sur le plateau dans notre rubrique. On est ravis de vous accueillir. Avocate associée au cabinet Clifford Chance et experte justement des enjeux technologiques des entreprises en charge des groupes tech qui sont soit en transformation, soit dans le digital et dans l'IA. D'abord, je le disais en préambule, on a beaucoup parlé de la RGPD sur ce plateau, dans notre rubrique. On est bien d'accord, ce n'est pas une nouvelle réglementation RGPD, ce dont on parle. L'IA à haut risque, c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose, vous avez raison, même si en quelque sorte l'IA ou la réglementation en matière d'IA qu'on est en train d'adopter en Europe ressemble à quelques égards au RGPD. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est vraiment une première mondiale en la matière. On l'attendait, mais elle ne venait pas. Et là voilà, la réglementation en matière d'intelligence artificielle, l'Europe a décidé de se positionner en précurseur en la matière et de prendre le lead par rapport aux autres régions du monde. Alors c'est la présidente von der Leyen qui pilote, enfin en tout cas qui coordonne cette... Quelle est la philosophie, quel est l'esprit de cette réforme de l'IA en Europe ? Protéger, ouvrir ? Quel est le... C'est un peu tout ça, on va protéger, ouvrir, mais surtout doter l'Europe d'un outil stratégique, d'ailleurs je devrais dire politique, à savoir avoir une réglementation qui est à la fois harmonisée, qui est claire, qui est unique et qui va probablement servir de référence pour le reste du monde. Alors un autre point important à noter, là le législateur européen a adopté une approche proportionnelle. Proportionnelle par rapport à quoi ? Par rapport au risque soulevé et par rapport aux tailles des entreprises. Donc c'est une approche assez intéressante et en quelque sorte un peu différente par rapport au RGPD. Desislava, qu'est-ce que ça change pour les entreprises ? Alors évidemment c'est une réforme européenne, elle est en gestation, elle n'a pas encore été évidemment votée, validée, mise en place, mais qu'est-ce que ça peut changer ? Qu'est-ce que ça va changer ? Alors la réponse brève, Arnaud, à votre question, c'est il y aura un avant et un après par rapport à la réglementation en matière d'intelligence artificielle. C'est-à-dire contrôle des données Oui, pour les entreprises qui sont impliquées dans ce qui est appelé intelligence artificielle à haut risque, à savoir tout ce qui touche la sécurité des produits, les infrastructures, l'éducation, le service public, l'accès au financement, des sujets importants. Des sujets sensibles. Biométrie, d'ailleurs. Aussi. Données personnelles, donc. Et données personnelles, d'ailleurs en masse. Pour toutes ces entreprises, alors il y a une série d'obligations nouvelles, lourdes et forcément coûteuses, qui concernent plein d'aspects de leurs activités, à savoir la gestion de leur système de risque, la gestion des données, comme vous le disiez, l'homme et le rôle de l'homme, la transparence, des registres d'incidents liés à l'intelligence artificielle. Et en fait, ce ne sont que des exemples. Mais attendez, qu'on soit clair, l'idée quand même philosophique, c'est à la fois ouvrir et fermer, c'est quand même aussi contrôler les masses de données pour qu'elles ne soient pas utilisées à des fins commerciales, parce qu'il y a cette question qui est posée. Oui, parce qu'il y a une idée sous-jacente qui est celle de l'éthique et du respect des droits et libertés fondamentales, dont les données personnelles, mais d'ailleurs les données tout court, les données qui doivent être surveillées pour qu'elles n'aient pas de biais, qu'elles soient représentatives, qu'elles tiennent compte des spécificités géographiques, qu'elles soient conformes à la réglementation en place, tout à fait. Mais ça veut dire aussi que l'Union européenne a compris que ces données valaient de l'or. C'était aujourd'hui une marchandise. Oui, ça veut dire que l'Union européenne a mis en avant un de ses principes, à savoir le respect de la vie privée et de l'homme. Mais ça veut dire aussi que l'Union européenne, là encore d'ailleurs, essaye de faire la référence en matière de respect de certaines valeurs fondamentales. Double question, elle est importante. La première, elle est géopolitique. Est-ce que ces nouvelles règles contraignantes, parce que les entreprises commencent à s'inquiéter, voient des avocats en disant mais ça va me coûter combien ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que ça limite notre innovation à l'égard de la Chine qui repart et des États-Unis qui repartent ? Première question. Puis deuxième chose, c'est pas trop lourd pour l'entreprise ? Oui, alors première question, il ne faut pas oublier une chose. La question n'était pas est-ce qu'il y aura une réglementation en matière d'intelligence artificielle ? La question était qui et quand ?
Donc l'Union européenne a pris le premier pas, mais les États-Unis, la Chine, l'Asie plus largement d'ailleurs, vont inévitablement suivre. Premier point. Deuxième point, évidemment, qui dit réglementation, dit perception de frein à l'innovation. Mais c'est tout le contraire en réalité. Si on prend une étude d'ailleurs de la Commission européenne en 2019, montre bien que les entreprises françaises, dont les PME, ont une attente très forte pour une réglementation plus claire, pour plus de certitude, en quelque sorte connaître les règles du jeu. Dernier point, il faut savoir que cette réglementation européenne va s'appliquer aussi aux entreprises hors Europe. Donc les règles du jeu ne sont pas... Celles qui voudront faire commerce avec l'Union européenne devront avoir ces règles fixées par cette réforme de l'IA, on est d'accord ? Tout à fait, même plus largement. Celles qui voient leur intelligence artificielle avoir une utilisation quelconque dans l'Union européenne, eh bien, elles doivent se conformer. Avant de nous quitter, Desislava Savova, ça va limiter les risques de cyberattaque, parce qu'on vient de le voir avec Pfizer et cette fausse entreprise domiciliée à Londres, essayant d'influencer les influenceurs. On découvre qu'on a beaucoup de noms russes derrière qui apparaissent. Ça va limiter ces risques de chantage à la donnée ? Il faut dire que la cybersécurité n'est pas une préoccupation nouvelle de l'Europe. On a déjà une réglementation qui, là encore, est assez forte. C'est vrai que l'intelligence artificielle, là aussi, va reposer un des principes clés. Ça va être une cybersécurité accrue. Est-ce qu'elle sera parfaite ? On verra bien. Juste en quelques mots, le calendrier, c'est quoi ? C'est pas pour tout de suite. C'est long, hein ? C'est long. 2 ans ? C'est quoi ? 2 ans ? 18 mois, 24 mois. C'est ça. Et après, il faut attendre la période de transition. Donc, mais il faut se préparer. Que les entreprises se préparent et à y consulter, j'imagine, des avocats spécialisés. Merci Desislava Savova, avocate associée au cabinet Clifford Chance. Merci d'être venue sur notre plateau. C'est passionnant, c'est un sujet évidemment sur lequel tous les directeurs informatiques, tous ceux qui gèrent les clouds, j'imagine, se penchent en ce moment. Merci d'être venue sur notre plateau. On va faire une petite pause café. Tiens, c'est agréable une pause café avec Fanny Griesmer d'autant. Et elle est venue sous son bras avec plein de petits mots anglais, comme je les aime. C'est tout de suite. Fanny Griesmer, sa pause café. Je ne sais pas si vous vivez des pauses café avec autant de mots anglais. Peut-être avec Fanny Griesmer, c'est sûr. Avec vos collègues, est-ce que vous jargonnez ? On va parler, Fanny, aujourd'hui, c'est important, et vous y tenez beaucoup, des hard skills. On passe aux made skills. Et évidemment, on va faire mad skills. Vous le faites avec l'accent. Bah oui. Qu'est-ce que c'est donc tout ça ? Vous connaissez les hard skills. Les hard skills, évidemment. Depuis quelques années, on parle des soft skills. Mais est-ce que vous connaissez les petites nouvelles dans le jargon managérial ? Je la découvre. Les mad skills qui font aujourd'hui beaucoup parler d'elles à l'heure où le monde professionnel se transforme. Eh bien, ces compétences dites folles pourraient bien vous aider à sortir votre épingle du jeu auprès des recruteurs. Oui. Longtemps, ce sont quoi les hard skills qui étaient globalement, on en parle beaucoup sur ce plateau, le principal élément du recrutement ? Voilà, c'était les compétences qui étaient évaluées par les recruteurs en entretien d'embauche. Compétences techniques requises pour un poste, celles qui s'apprennent à l'école, s'acquièrent en formation ou au fur et à mesure des différentes expériences professionnelles. Puis les soft skills ont fait leur apparition, car maîtriser son métier sur le bout des doigts, c'est bien, mais c'est encore mieux si on parvient à travailler en équipe, à s'adapter à son environnement de travail, à communiquer avec ses collègues ou son manager. Le duo savoir-faire, savoir-être s'impose aujourd'hui comme une évidence pour les recruteurs, mais aujourd'hui, cela ne suffirait plus. Non. C'est une nouvelle case qu'il faut désormais pouvoir cocher pour taper dans l'œil des recruteurs, celle des mad skills. Alors, mad skills, soft skills, ce sont des compétences assez proches, pour ne rien vous cacher. Alors, oui. En fait, elles touchent effectivement à la personnalité, à l'état d'esprit, au savoir-faire, mais les mad skills ont un petit quelque chose en plus, quand même, à la différence des soft skills. Les mad skills, elles sont plus pointues, plus rares. Ce sont des compétences dites originales, atypiques, voire carrément décalées. Ce sont des compétences dont se toquent d'ailleurs depuis quelques années les recruteurs de la Silicon Valley. Ce sont eux qui ont inventé les mad skills. La Silicon Valley, le berceau de la tech et des startups, le lieu où les entreprises mettent au cœur de leur stratégie de développement l'innovation. Et c'est là la différence. Les mad skills, elles, font la promesse de l'innovation. Et c'est bien en cette période de crise justement et de questionnement que les entreprises ont le plus besoin d'innover et de se réinventer. C'est pourquoi elles comptent sur l'originalité
l'unicité, la singularité de leurs collaborateurs, de leurs futurs collaborateurs. Le grain de folie, Fanny, non? Et elle place effectivement beaucoup d'espoir dans ceux qui se montrent particulièrement aptes à penser out of the box, c'est-à-dire hors du cadre. Même en France, les compétences originales se feraient de plus en plus la différence. Elles feraient mouche en entretien d'embauche. Selon une étude Indeed réalisée l'an dernier auprès de 300 professionnels des ressources humaines, mentionner un atout atypique génère la curiosité chez 75% des recruteurs, et plus de la moitié affirment même qu'une expérience inattendue a déjà eu un impact décisif et positif sur leur décision de recrutement. C'est quoi un atout un peu original? Un peu atypique. C'est quoi? Je collectionne des serpents, je fais du saut élastique. Oui, voilà, vous avez tout bon. En tout cas, ces compétences folles se cachent souvent entre les lignes d'un CV truffé d'expériences variées, voire courtes. Elles se trouvent aussi généralement dans la rubrique centre d'intérêt. Alors je ne sais pas si vous allez dire que vous adorez les serpents dans la rubrique hobby de votre CV, mais effectivement ce sont plus que les activités en elles-mêmes, ce sont les aptitudes que l'on peut déduire de vos différents loisirs et expériences qui intéressent effectivement les recruteurs. Concrètement, vous parlez mandarin, vous savez dompter des serpents, vous avez lancé votre entreprise qui a explosé en plein vol au bout de 3 mois, vous avez fait aussi des spectacles de claquettes, je ne sais pas, lors d'un road trip en Laponie. Vous avez ce petit grain de folie. Vous êtes celui qui peut-être le mouton à 5 pattes que tout le monde recherche. Là, ça intéresse les recruteurs. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement les math skills sonnent la fin des parcours linéaires? Peut-être pas. Le trop bon élève, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, cette nouvelle tendance a de quoi dépiter les profils types, ceux qui ont suivi une voie royale, qui ont connu un parcours sans le moindre heurt, sans le moindre trou, qui ont bataillé pour qu'il en soit ainsi. Petite inquiétude aussi peut-être à prévoir pour tous ceux qui ont longtemps travaillé pour acquérir ces fameuses hard skills, ces compétences techniques, et puis les très appréciables soft skills. Et ceux qui font des boulettes dans la classe. Voilà, les bons élèves qui n'ont pourtant pas cette passion un petit peu originale pour le parachute ascensionnel ou pour les voyages à l'autre bout du monde et si possible en milieu hostile. Ce qui est à noter surtout et ce qui est important avec les math skills, c'est un peu la revanche que peuvent prendre aujourd'hui les profils dits atypiques, ceux qui ont eu un parcours sinueux et qui longtemps ont été boudés et écartés des processus de recrutement. L'engouement quand même a nuancé parce que toutes les entreprises ne recherchent pas forcément ce petit grain de folie. Rassurez-vous. Sont peut-être pas prêtes non plus à accueillir ces personnes dites atypiques. En tout cas, moi je dis, vous ne perdrez rien à jouer la carte de la combinaison des hard, des soft et des math skills. C'est parti, elle est repartie. La première, hard skills, vous rassurez le recruteur. La seconde, les soft skills, vous lui prouvez que vous êtes capable de vous intégrer au sein d'une nouvelle équipe. Et la troisième, vous lui montrez effectivement que vous avez peut-être ce petit supplément d'âme que celui ou celle qui se cache derrière le CV qui vient juste de consulter n'a pas forcément. C'est ça, donc le deltaplane en Laponie, c'est ce que vous avez dit? Non, les claquettes en Laponie. Les claquettes en Laponie. Et vous n'êtes pas obligé de faire collant. Quel est votre math skills? Ma math skills, c'est... C'est pas évident. Puis de la haute montagne, tiens. Vous trouvez que finalement vos loisirs sont peut-être un petit peu trop bateaux? Je pense que non, je ne fais pas de bateau en l'occurrence. Je ne fais pas de bateau, mais je fais de la haute montagne. Ça peut être un élément, ou un trailer, tiens, voilà, ceux qui sont trailers. C'est-à-dire que vous êtes courageux, vous aimez le risque. Exactement, risque, courage, abnégation, qui sont des éléments qui... C'est ce qu'on lit derrière. Voilà, ce qu'on peut lire derrière un sport en particulier. Merci Fanny. Merci à vous. C'était un plaisir de découvrir tous ces mots anglais. J'ai un éphéméride, là je commence à avoir un catalogue, je commence à avoir un sacré niveau. On va faire un dictionnaire. Un dictionnaire des mots RH anglais. Tiens, ça serait une chronique à proposer. On se retrouve demain, Fanny, c'était un vrai plaisir. On fait une petite pause, on parle dans notre débat dans le cercle RH de l'assurance chômage. Ça concerne évidemment des millions de demandeurs d'emploi qui s'inquiètent et puis tous ceux qui risquent bien de se retrouver au chômage, dit-on en septembre, crise Covid oblige, assurance chômage réformée dès le 1er juillet. Elle est contestée, on va essayer de savoir pourquoi évidemment avec nos invités, ils sont là après cette courte pause. Retour en direct dans Smart Job et le cercle RH. Notre débat, on s'intéresse à la réforme de l'assurance chômage. Tiens, oui, elle arrive au 1er juillet. Alors c'est vrai qu'elle inquiète les syndicats, vous allez me dire assez classiquement, mais elle inquiète aussi certains économistes qui étaient proches du président de la République et qui aujourd'hui disent mais cette réforme, on ne devrait pas la mettre en place dès le 1er juillet, elle pose pas mal de soucis. Elle a été retravaillée par la ministre du Travail, il y avait quelques bugs, quelques erreurs. On va faire le point. Pourquoi au 1er juillet? Quel est l'intérêt, le fond même de cette réforme de l'assurance chômage? Elle
elle pose des questions. Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Est-ce que ce sont pour des raisons de réduction des contrats courts, puisque c'est l'argument évoqué par le gouvernement? On va faire le point avec mes invités et j'espère qu'on y verra un petit peu plus clair. Sylvain Maillard, merci d'être avec nous. Vous êtes député de La République En Marche de Paris, chef d'entreprise par ailleurs, vous étiez venu sur notre plateau, porte-parole du groupe LREM, et vous défendez cette réforme, malgré d'ailleurs Muriel Pénicaud, qui il y a quelques jours disait « je ne suis pas sûr que ça soit le bon moment ». Enfin, elle a été, rappelons-le, ministre du Travail. On fera le point avec vous sur cette réforme. Face à vous, Mathias Bacchino. Bonjour Mathias, directeur de France Trade République. On ne parlera pas de votre entreprise aujourd'hui parce que vous êtes venu, parce que vous êtes le coordinateur du pôle idée de la manufacture. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la manufacture, c'est le think tank de Xavier Bertrand. On va d'ailleurs entendre ce que propose Xavier Bertrand sur ces questions et s'il aurait mis en place cette réforme au 1er juillet, parce que cette question, elle est posée. Et puis, avec nous, Bernard Vivier, merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de Smart Job et on est très heureux de vous accueillir, directeur de l'Institut supérieur du travail, l'IST. Voilà pour les présentations. Sylvain Maillard, question simple. Elle sera mise en place, cette réforme de l'assurance chômage, au 1er juillet, malgré les recours juridiques des syndicats, malgré les économistes, Pisani-Ferry, Aguillon et quelques autres. Vous maintenez, vous dites, elle est utile, on la met au 1er juillet, malgré le contexte? Arnaud Ardouin, cette réforme, d'abord, elle était programmée pour arriver avant. Et c'est le contexte qui a fait qu'elle est un peu plus tard. Vous avez eu la gentillesse de le dire et le rappeler. Ce que l'on veut, grâce à cette réforme, c'est pas faire une réforme paramétrique. On est dans le quoi qu'il en coûte encore à l'heure actuelle. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse lutter contre, entre autres, la permittence. Je pense qu'on va en parler. On a un monde du travail qui s'est totalement segmenté et on a une partie importante de nos concitoyens qui vivent de plus en plus en contrat court. Je rappelle que la durée moyenne du contrat court est de 5 jours. À l'heure actuelle, 5 jours, comment construire une vie quand vous faites 5 jours de travail et puis vous enchaînez avec une période à Pôle emploi, et qui fait que non seulement les entreprises... Vous avez vu le sociologue dans Le Monde hier qui dit qu'il n'y a pas de lien direct, c'est un sociologue, entre la réforme de l'assurance chômage et la réduction des contrats courts. Mais vous savez quoi? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais vous montrer très concrètement. Regardez à côté ce qui se passe dans les autres pays européens. Pas compliqué. On regarde l'Allemagne, j'aime bien regarder l'Allemagne. On a 4 fois plus de contrats courts en France qu'en Allemagne. Y a-t-il une raison structurelle pour cela? Moi, je pense que non. Et donc, il faut faire en sorte que non seulement l'entreprise, et je terminerai là-dessus, que non seulement les entreprises soient plus vertueuses, parce que certaines entreprises ne fonctionnent que comme ça, et puis aussi, on a des salariés qui ne fonctionnent que comme ça, et c'est pour ça que nous voulons lutter contre cette permittence, qui est non seulement un non-sens pour notre système au global, qui est un non-sens pour le système économique et qui est un non-sens pour les personnes qui le subissent. Je précise qu'elle sera par étapes, cette réforme, on va en parler, parce que, évidemment, vu le contexte de la crise sanitaire, tout ne sera pas mis en place dès le 1er juillet, c'est important, parce qu'elle est très complexe, cette réforme. Mathias Bacchino, c'est le bon moment? Vous qui représentez aujourd'hui Xavier Bertrand sur ce plateau, c'est le bon calendrier, cette réforme? Il y a 2 problèmes principaux avec cette réforme. Il y a un problème de méthode et il y a un problème de fond. C'est-à-dire que dans la méthode, la concertation n'a pas été au rendez-vous, on ne fait pas appel au Parlement, la concertation avec les partenaires sociaux est un échec majeur. Il y a un problème technique aussi, puisqu'il y a énormément d'articles qui ne sont pas validés. Et puis il y a un problème de fond, c'est que nous, à la manufacture, on s'intéresse au concret. On est assez simple dans l'approche. Et très concrètement, cette réforme, ce qu'elle va faire, c'est faire baisser d'à peu près 20% les allocations d'1 million de personnes. Moi, j'ai lu 23% pour un certain nombre, et puis certains sont gagnants. Il y a les gagnants, les perdants. Mais il se trouve que les gagnants gagnent quelques dizaines d'euros et que les perdants sont les plus précaires, et au nombre entre 800 000 et 1 million, peut-être que monsieur nous éclaire. Il y a plus de perdants que de gagnants. Il y a plus de perdants que de gagnants, et surtout les perdants sont les plus précaires. Est-ce que c'est le bon moment, au moment où on s'apprête à retirer le quoi qu'il en coûte, où on va retirer les aides à l'économie petit à petit dans les mois qui viennent? C'est pas quand on enlève le gilet de sauvetage qu'on appuie sur la tête pour la mettre la tête sous l'eau. Je veux dire, il y a un problème d'injustice évident dans cette réforme. Et qui frappe les plus fragiles. Alors même qu'on approche d'une élection présidentielle où un débat de fond pourrait être posé sur comment on met... Non, on va y venir. Il y a un le débat. recours à l'emploi,
lutter contre les contrats courts. Un bien débat de sûr, modèle. Hein. Mais il y a tellement d'autres possibilités. Bernard Vivier, comment vous la regardez cette réforme? Alors on s'est déjà dit beaucoup de choses là. Vous vous situez où? Parce que des économistes, Muriel Pénicaud, je le redis, Pisani-Ferry, c'est des gens qui avaient ossaturé la structure économique du programme d'Emmanuel Macron, disent non, là vraiment, ça tombe vraiment mal. Est-ce que vous faites partie de cela? Il y a 4 questions. Pourquoi faire la réforme? Premièrement, parce que le déficit est considérable. Considérable. Ce sont des milliards d'euros, on va dans le mur. Donc il faut faire la réforme. Quoi faire? Techniquement, c'est une réforme qui a sa tenue, qui existe. Bien, il faut effectivement permettre une couverture des salariés et en même temps cet équilibre financier. Donc la réforme en elle-même, vue dans un cabinet ministériel ou au Parlement, ça tient la route. Cohérente. 2 grandes questions. Quand le faire? Ça a été dit. Gilles Berset, Philippe Aghion, Jean-Pierre Pisani-Ferry, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui vient de rendre son dossier, mais qui était aux affaires, disent non, c'est pas le moment. Qui l'a suivi. Et c'est pas le moment parce que cette réforme était cohérente dans un contexte où le marché du travail s'améliorait, le chômage diminuait. C'est pas le cas aujourd'hui. Il faut pas oublier quand même, on vit encore la période Covid. 4e question très importante, qui doit le faire? Le on impersonnel gouvernemental est insupportable. N'oublions pas que l'assurance chômage, c'est l'œuvre du patronat et des syndicats. 31 décembre 1958, l'assurance chômage. On leur a confisqué. Et maintenant, on a bureaucratisé, étatisé. Bernard, le gouvernement avait dit à l'époque, juste pour se rappeler les petits événements, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la réforme, donc l'État... 2 mois. On a donné aux partenaires sociaux 2 mois, fin 2018-2019, pour un accord qui évidemment a échoué. Ils n'ont pas été très audacieux, c'est vrai. Mais on leur a confisqué la négociation, on leur a même dit, voilà, vous avez 2 mois et voici les conclusions auxquelles vous devrez arriver. C'est quasiment une honte en termes de respect des partenaires sociaux. C'est l'arrogance gouvernementale et gouvernementale. Celui-ci ou un autre. Et le Parlement, évidemment, fidèle toutou, suit. Sylvain Maillard, je réponds. Vous allez répondre. Fidèle toutou. Juste rappeler qu'on n'a pas besoin de passer devant le Parlement pour une réforme de ce type. Oui, ce sont des décrets. D'ailleurs, et donc non mais un débat parlementaire n'était pas inutile. On peut faire un débat parlementaire et probablement il aura lieu, mais juste rappeler, on est dans un système, une constitution qui fait que pour ces mesures-là, il y a des décrétales et c'est pas le Parlement. Donc c'est pas fidèle toutou, c'est juste que c'est structurel. Bon, d'ailleurs, ça pose question d'ailleurs, et ce serait bien. Et on a une discussion avec Elisabeth Borne là-dessus, qui souhaite, elle aussi, que ce soit un débat parlementaire dessus. Sylvain Maillard, juste la question économique. J'aimerais entendre Mathias Bacchino, parce que ça, c'est un débat d'élection présidentielle. Nous avons un déficit, j'allais dire structurel, de nos caisses d'assurance chômage, et tout gouvernant qui prendra les rênes, en mai prochain, aura cette question. Comment je réduis les déficits? Là, j'ai lu que sur cette réforme, au 1er juillet, on économisait 2,3 milliards d'euros. Est-ce que c'est le bon chiffre? Est-ce que c'est la bonne échelle? Oui, on verra au final. Moi, je voudrais juste dire une chose. Il est très simple de dire finalement, conservons tout, faisons en sorte d'augmenter l'assistanat. Le conservatisme par l'immobilisme. D'abord, ajouter une chose importante. 92% de l'économie française tourne bien à l'heure actuelle. 92%. Et on a 8% qui est totalement à l'arrêt. Ces 8%-là, regardons un peu le détail. Les restaurateurs, faites le tour des restaurateurs. Je suis élu parisien. Faites le tour des restaurateurs. Ils n'arrivent pas à remplir leur brigade pour le moment. Beaucoup ne veulent pas revenir travailler. Il n'y a pas la main-d'œuvre. Donc il y a un moment, il faut aussi qu'on puisse, par rapport aux circonstances actuelles, ne pas rester dans le c'est horrible ce qui nous arrive. Donc cette réforme peut dynamiser le marché de l'emploi. Exactement, on dynamise. Nous, on a un objectif, on s'est fait élire en 2017, et je ne l'oublie pas, libérer et protéger et arriver au maximum vers ce qu'on appelle les 7%, le plein emploi. Évidemment, on est impacté par... Qui s'approchait en janvier 2020, vous vous rappelez. Mais on n'a pas oublié ça. Moi, ce que je veux, ce qu'on travaille, il faut plus de personnes chez Pôle emploi. Quand vous êtes au chômage, il ne faut pas attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour rentrer en formation. On a mis 15 milliards sur la table pour avec et le vous PIC. Avez travaillé sur la formation. Pour le PIC, sur la formation. Il faut mettre de l'argent. Vous commencez quand vous êtes au Danemark, en Allemagne, la première semaine, premier rendez-vous avec Pôle emploi ou l'équivalent. Mathias Bacchino. Qu'est-ce que vous avez besoin de comme formation? Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas payer des gens à être indemnisés et à attendre. Ça ne marche pas. Économiser, bataille de modèle. Vous situez où
où à la Manufacture sur l'idée que c'est un débat qui avait été posé par Nicolas Sarkozy, donc ça remonte, que globalement, et ça avait été d'ailleurs porté par un certain nombre d'élus de droite, on a plus, et Elisabeth Borne le dit elle-même, parfois certains en gagnent plus d'argent au chômage qu'au travail. Donc on ne favorise pas le travail aux dépens d'un système assisté qui coûte cher. Voilà les grandes lignes du débat. Comment vous vous situez? Est-ce que vous êtes d'accord pour refonder ce modèle, ce système-là? Et Bernard Vivier, parce qu'il a des choses à dire. À la Manufacture, les milliards, c'est bien, mais la vraie vie, les gens, c'est mieux. Et cette réforme, concrètement, ce qu'elle va faire, c'est de faire baisser de 20% les allocations d'1 million de personnes. Donc c'est ça. Ils auront moins à la fin du mois. Nous contestons ce chiffre. Les économies, vous le contestez? L'UNEDIC le montre et les économistes, y compris ceux qui étaient proches de vous il y a quelque temps. Voilà, bon. On voit bien ici que le gouvernement a simplement besoin de maintenir une apparence de capacité de réforme, mais se trompe de combat. C'est... monsieur le député, vous qui êtes fan de Star Wars, c'est le côté obscur de la force, cette réforme. Franchement, il n'y a pas de cas où cette réforme va faire générer des économies, va réduire la lutte contre les contrats courts, à part dans la tête d'un conseiller ministériel. Donc, il faut lutter contre les déficits. Mais je suis pas du tout d'accord. Il y a énormément de manières de le faire. On peut s'attaquer à la fraude sociale et fiscale. Le bonus-malus, vous êtes contre? Ce qui m'importe, moi, c'est comment on lutte efficacement contre les contrats courts. La meilleure manière de le faire, c'est peut-être de réfléchir à une réforme structurelle autour du contrat de travail unique. Là, il y a de l'efficacité. Pour supprimer ces sigles et ces acronymes. Contrat de grille, contrat court. Les partenaires sociaux ne sont pas d'accord. Bernard Vivier, sur la question du modèle, ça c'est le débat présidentiel qui sera arrivé. Chaque candidat aura peut-être le concours Lépine de dire « moi j'ai trouvé la solution pour repartir au plein emploi dans une situation de crise dont on mettra un certain nombre de mois, peut-être même d'années, à se relever ». Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que imaginons que cette réforme ne soit pas mise en place, que le président Macron décide finalement de ne pas signer ce décret. Qu'est-ce qu'on peut inventer là? Rien. Rendre la décision, la réflexion et la décision à ceux qui sont en charge de faire tourner l'économie. Madame Borne, si elle appelle à un discours ou à une conversation à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est gentil. Mais il faut rendre, quand on est libéral, on ne confie pas les rênes de l'organisation du marché du travail à l'État. Or, nous vivons une étatisation, une bureaucratisation grandissante. Le MEDEF, ce mois-ci, a fait une proposition... Favorable, d'ailleurs. Oui, mais sur le fond, la réforme se tient. Bien évidemment, les contrats courts, ça va écorcher des entreprises, mais d'autres organisations, des organisations syndicales vont dire, attendez, il y a d'autres... Ça, c'est quoi? C'est la matière d'une négociation nationale interprofessionnelle. Il faut rendre la gestion de l'assurance chômage... Un ANI. Exactement, aux partenaires sociaux et transférer à l'État tout ce qui relève de la solidarité. Cette réflexion, on peut la voir aussi dans le domaine des retraites. Ce sont deux réformes sur lesquelles aujourd'hui le gouvernement et le Parlement sont en train de patiner et de se préparer une déconvenue magistrale l'an prochain aux élections politiques. Juste qu'on y voit un peu plus clair. Il y a eu un bug où les syndicats d'ailleurs sont montés immédiatement au créneau pour faire un recours juridique expliquant qu'il y avait un débat sur la journée qui servait de calcul de base à ces journées, à cette fameuse seuil journalier qu'on multiplie et qui donne un seuil. Il y a eu une erreur, les femmes enceintes toucheraient moins. Est-ce que tout ça est rectifié depuis? Qui va gagner, qui va perdre? Parce que vous êtes sur des batailles de chiffres. Vous dites que les demandeurs d'emploi perdraient 20%. Vous contestez ce chiffre. Qui gagne, qui perd? J'ai lu que les cadres allaient un peu perdre et que globalement vous mettiez plutôt le paquet sur les précaires. Et moi j'entends l'inverse chez Mathias Bacchino de la Manufacture. Toute la réflexion est de se dire il ne faut pas un système où on gagne plus quand on ne travaille pas que quand on travaille. Nous, on veut que le travail paie plus. Et c'est clair, c'est très clair. Et donc, ça doit être un système qui doit être organisé comme cela. Tout le monde est d'accord sur le plateau. Il y a plein d'exemples. Vous connaissez le fameux exemple, vous travaillez 15 jours ou vous travaillez à mi-temps pendant un mois, c'est exactement le même nombre d'heures. Et ben, vous avez 2 fois plus d'indemnisation dans un cas par rapport à l'autre. Est-ce que c'est juste? Non, c'est injuste. C'est profondément injuste et en plus, c'est inefficace économiquement. Moi, je me souviens d'une visite dans le Gard, dans une entreprise bien connue là-bas, qui me disait, moi, c'est très simple, j'ai de la main-d'œuvre pendant 4 mois, ils travaillent comme des fous pour la saison des fruits. Je veux les garder 12 mois, mais ils veulent pas. Parce qu'en fait, ils gagnent plus d'argent à faire 4 mois à fond, avec des heures supplémentaires, et ensuite être 8 mois en permanence. Donc ça, c'est réformé, on est d'accord. Et ça, nous voulons profondément changer. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est très simple de dire, et je le comprends, moi, j'adore les partenaires sociaux. Du débat. Et moi, je reprends une proposition de la CPME.
tout simplement. Parce que c'est simple de dire oui, c'est la confiscation, les partenaires sociaux doivent discuter. Mais à la fin, qui paye les déficits? C'est l'État. Donc, non, c'est pas l'État. Mais si. Non. Qui garantit? Qui, monsieur le député? C'est nous. Mais oui, mais qui garantit? Ce sont des cotisations prélevées. Ce sera le gouvernement qui financera. Si, vous savez très bien. Ce sont des cotisations, donc, à un moment, ce sont des cotisations. Et il y a tout un côté... C'est mutualiste. Sur la garantie. Mais c'est très clairement... Nous sommes dans un État... Alors, je ne sais pas si c'est Louis XIV ou Napoléon, mais aujourd'hui, nous avons c'est pas le moment. 2, c'est ceux qui prennent ces décisions ne sont pas ceux qui devraient les prendre. Errare humanum est, l'erreur est humaine, perseverare diabolicum. C'est-à-dire persévérer, c'est pas malin. C'est pas malin, oui. Voilà. Ou souvent même diabolique. Mathias Battino, juste, excusez-moi d'y revenir un peu lourdement, mais vous nous dites, globalement, c'est une opération perdante pour les demandeurs d'emploi. L'objectif, c'est de réduire les contrats courts, on l'a entendu, fluidifier le marché, et puis faire travailler les gens, finalement, les mettre au travail. Et les former. Et les former. Non, mais vous dites quand même les mettre au travail. Qu'est-ce que vous dites sur cette question importante, sur la question, je dirais, philosophique? Parce que très rapidement, quand on parle à des demandeurs d'emploi, ils vous disent, mais attendez, moi je cherche un travail, mais j'en trouve pas, c'est pas si simple. Est-ce qu'il y a un problème de rencontre entre l'offre et la demande au lieu de la fainéantise qu'on peut... Il y a deux choses. Il y a une différence fondamentale d'approche, de philosophie. C'est-à-dire que cette réforme, la mettre en place maintenant, c'est considérer que la priorité, considérer que fondamentalement, les chômeurs ne cherchent pas d'emploi. Les chômeurs ne veulent pas travailler. Ça, c'est la petite musique qu'on entend. Et de la même manière que les sans-abri ne choisissent pas de dormir, pour l'immense majorité d'entre eux, de dormir dehors, les chômeurs, pour l'immense majorité d'entre eux, ne choisissent pas d'être au chômage. C'est une évidence. Il faut avoir des chômeurs autour de soi et connaître le terrain pour bien s'en apercevoir. C'est le cas à la manufacture. Et donc, aujourd'hui, le sujet le plus important, est-ce que c'est de lutter contre une petite minorité de chômeurs qui ne veulent pas travailler, de fraudeurs, ou de travailler sur le fond des choses, sur la structure opérationnelle pour remettre les gens au travail. Pour cela, il y a une proposition qui a été faite, entre autres par Xavier Bertrand, qui consiste à dire, en centrale, on est très fort pour indemniser, pour gérer le système d'indemnisation. L'UNEDIC. Confions aux régions, comme on l'a fait, comme Xavier Bertrand l'a fait dans les Hauts-de-France avec Proche Emploi, confions aux régions le fait de rapprocher les entreprises qui cherchent des emplois, des demandeurs d'emploi, avec de la formation quand c'est nécessaire, évidemment, mais soyons concrets, soyons sur le terrain. Vous êtes un homme d'entreprise, il faut arrêter de toujours inventer des systèmes étatiques ou régionaux pour rapprocher les entreprises. Ce sont des entreprises, elles sont de droit privé, elles s'organisent. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse former, pardon, je vous ai interrompu, mais qu'on puisse former les personnes. Dans les grands bassins, dans le Nord, où est élu Xavier Bertrand, évidemment, il y a des grandes difficultés de formation et de non-adéquation entre des personnes et des besoins, mais il faut les former, il faut l'organiser. On ne va pas indemniser des gens éternellement alors qu'il n'y a pas de sortie. Il y a eu le débat de Pôle emploi, faire exploser Pôle emploi. Cette question a été posée. Des moyens ont été donnés à Pôle emploi, c'est incontestable. On reste toujours sur cette structure centralisée qui à la fois accompagne et indemnise. On revoit le modèle ou est-ce qu'on doit d'abord revoir la pensée philosophique? Parce qu'il y a un débat de structure, très technostructure, et de philosophie. La question du débat structure, malheureusement, il est passé. On ne va pas pouvoir le remettre. On touche plus à rien là. Autrefois une assurance chômage et nous avions les ACDIC et la NPE. Et la NPE. Bon, les structures qui cherchaient du travail, qui aidaient à chercher du travail et les autres qui indemnisaient. On a tout fusionné. Il y avait 2 tuyaux de 10, on a fait un tuyau de 20 et ça passe pas mieux. C'est même pire, c'est affreux. Bon, donc la question, les régions, c'est terrible, ce que vous dites. Les régions peuvent avoir leur mot à dire, mais ce qui est important, ce sont les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont écrit au président de la République le 22 juin 2020. Ils s'y sont tous mis. Pas de réponse. Le MEDEF, au mois de février, avec 4 organisations syndicales sur les 5 représentatives, avec la CGT qui parlait, a dit nous voulons nous approprier la construction du dialogue social. Cette réforme de l'assurance chômage, elle est très importante parce qu'il faut retrouver l'équilibre. Attention, il faut retrouver l'équilibre dans beaucoup de domaines. Donc c'est une réforme Pourquoi financière. Ce sont les partenaires sociaux, ils sont les mieux placés pour le faire. Parce que ce sont les mêmes patronats et syndicats qui peuvent réfléchir aussi à l'apprentissage, à la formation professionnelle, aux reconversions professionnelles, aux transitions professionnelles. La réponse au chômage, c'est évidemment l'indemnisation. Il faut que le système soit équilibré. Et incitatif, bien sûr. On ne peut pas payer un chômeur plus que quelqu'un qui travaille. Mais
Ce qu'il faut, c'est rénover le système d'éducation nationale, de formation initiale. Dès la base. Dès la base. Bien sûr. Voilà. Évidemment. Et tout cela, c'est important. Et la notion de reconversion professionnelle est une notion importante. J'ai eu le grand bonheur de faire, il n'y a pas très longtemps, un rapport au Conseil économique, social et environnemental sur les reconversions professionnelles. Le débat que nous avons eu avec tous les partenaires sociaux, c'était évidemment de dire, reconversion professionnelle, très vite, allons vers les transitions professionnelles. Exact. Se former tout au long de la vie, donner à chaque personne. Vous êtes d'accord avec Sylvain Maillard, mais bien sûr. qui évoque la formation Mais bien sûr, très tôt. et la responsabilité de l'éducation nationale et de tous les systèmes est importante. Qui va pouvoir le faire ? Le monde du travail, c'est-à-dire le monde des dirigeants d'entreprise et des représentants du personnel. Alors, il y a un mot quand même, on a entendu, il y a quand même l'idée d'économiser chaque année avec cette réforme plusieurs milliards d'euros. Il y a un point sur lequel vous n'avez pas touché, qui est assez étonnant, parce que qui devrait aller dans votre sens. Pour accéder à ces droits, il avait été évoqué de devoir travailler 6 mois, puis finalement, vous êtes resté sur 4 mois. Le décret indique qu'il faut n'avoir travaillé que 4 mois, qui est assez contradictoire finalement avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, avec cette idée de permittant de gens qui travaillent une petite durée, puis qui derrière touchent le chômage. Pourquoi ne pas avoir allongé la durée de travail pour accéder aux droits ? Je le dis très clairement, nous allongerons cette durée, de passer de 4 mois à 6 mois. Pas dans la réforme du 1er juillet. Quand les conditions seront plus favorables, 2022-2023, nous espérons une croissance assez forte, d'ailleurs en fin d'année et dès 2022. Si les conditions s'améliorent très clairement et que les chiffres du chômage s'améliorent, évidemment, nous rendrons ça comme nous l'avions prévu, c'est-à-dire 6 mois d'indemnisation sur les 24 derniers mois. Moi, je crois que c'est quelque chose d'équilibré. Je le redis encore une fois, c'est essentiel. C'est pas l'avis de tout le monde, Sylvain Maillard. Oui, vous l'avez entendu, évidemment. L'essentiel, c'est qu'on mette plus de moyens sur Pôle emploi. On doit plus accompagner. Quelqu'un qui tombe au chômage a besoin énormément d'assistance. Il a besoin de se reconstruire une vie très souvent. Il a besoin de nouvelles perspectives. Il a besoin de formation. C'est là où on n'est pas très bon en France. Vous savez, la moyenne, quand on est arrivé en 2017, la moyenne pour rentrer en formation, c'était 7 mois. Il fallait attendre 7 mois de chômage pour enfin débuter une formation. Et bien ça, avec l'argent que nous avons mis sur le PIC, 15 milliards, on est en train d'améliorer. On est entre 2 et 3 mois à l'heure actuelle. On peut encore s'améliorer. Le compte de formation professionnelle, dont les partenaires sociaux étaient quand même très hostiles, permet à chacun d'entre nous de pouvoir s'en saisir. Il y a des débats, ça fonctionne, mais il y a des débats. Et je vais sur la finir qualité de la formation. L'apprentissage, si on avait écouté les régions, on ne l'aurait pas fait, la transformation de l'apprentissage. Si on avait écouté les partenaires sociaux, on ne l'aurait pas fait, et ça cartonne. C'est faux. Moi j'entends, mais écoutez, on n'a jamais eu autant d'apprentis en France. Et ça, c'est l'État ou c'est les régions ? Dans un contexte particulièrement difficile. Non, mais il faut l'accepter. Nous, on était persuadés que la réforme était profonde. A soutenu cette réforme, vous le savez très bien. Écoutez, j'ai porté la réforme. Je vous assure que les régions, je n'ai me le disait encore la semaine dernière. Je n'ai pas entendu. Non, mais j'attaque pas forcément Xavier Bertrand. Je dis les différents présidents de région étaient vraiment hostiles à ça et ont tout fait pour bloquer parce qu'ils voulaient garder leurs prérogatives. On a libéré l'apprentissage et ça marche. Et tant mieux, on a des apprentis de plus en plus dans toutes les entreprises. C'est un très beau signal. Olivier, avant de nous quitter, parce que j'ose pas poser la question à deux personnalités engagées évidemment dans une campagne présidentielle, puisque c'est finalement une thématique de campagne. Le message là qui est envoyé à travers cette réforme dont on va parler dans les semaines qui viennent, ça va monter. Les syndicats vont se mobiliser, les économistes vont argumenter. Elle s'adresse à qui politiquement cette réforme ? Elle s'adresse au chef d'entreprise, plutôt à l'électorat de droite qui dit les demandeurs d'emploi, c'est quand même des gens qui font pas d'efforts pour trouver un travail ? Elle s'adresse à des personnes qui vont ne pas comprendre le message. Le gouvernement veut aller tout seul, et quand on va tout seul, on va vite. On va vite dans le mur. Mais quand on veut aller loin, on y va ensemble. C'est bien connu. Et ensemble, c'est pas tout seul en préparant les élections politiques. Ce n'est pas une affaire politicienne ou politique, c'est une affaire plus vaste. Si on met de côté les partenaires sociaux, patronat et syndicats, on aura un jour le boomerang. Alors on peut l'avoir dans la rue, avec des violences. C'est ce qu'on a lu. Parce qu'il y a un discrédit et des partis, et des syndicats et des organisations patronales, c'est très grave. Ou alors, on aura une sanction dans les urnes. Voilà. Là, c'est un peu de la politique, là, ce que vous faites là. Bien sûr. Ah, d'accord. C'est de l'analyse politique. D'accord. Oui. Non, mais écoutez, moi, je pense que si on ne s'arrête pas, si on continue pas les réformes, vous savez quoi, notre mandat n'a pas de vocation. Nous, on est venus en 2017 pour transformer profondément la société. Vous voulez justifier d'une réforme. Et donc, au fond, Madame Pénicaud, on a besoin Madame Pénicaud a commencé à porter cette réforme. Elle dit très clairement, cette réforme, elle a été bâtie, elle l'a écrit dans son livre. Dans un contexte différent. Dans un contexte d'amélioration du marché du travail.
faisons une pause pendant cette période Covid. Et on reprendra. Les bases sont là. Donc il faut reprendre ces bases-là. Et il faut faire en sorte que ce soit les acteurs, patronat et syndicats, qui gèrent l'essentiel de la réforme. Mathias Baccino, pour conclure. Réformer pour réformer, c'est pas une politique. Enfin, pour justifier d'une réforme. C'est pas une politique. La politique, c'est fait pour améliorer la vie des gens. Là, on va leur donner de l'emploi avec cette réforme. C'est mieux de leur donner des allocations plutôt qu'un emploi. Travaillons à une réforme. Mais c'est ce qu'on fait. De la remise au travail des gens, très concrètement. Mais c'est ce qu'on fait. Il faut faire confiance au terrain, mais comme disait très justement monsieur, la confiance, c'est pas le fort de ce gouvernement. Merci à vous trois. J'ai bien peur, voilà, ça sera le mot de la fin, et un sourire de Sylvain Maillard, un peu dépité, il n'aura pas la réponse. En tout cas, je suis intimement convaincu que jusqu'au 1er juillet, un certain nombre d'acteurs de ce sujet vont s'exprimer, exprimeront peut-être leur désaccord ou leur soutien. Il y a quelques économistes libéraux qui continuent à dire que c'est un élément de relance, cette réforme de l'assurance chômage, il faut quand même le préciser, mais ils sont quand même moins nombreux que ceux qui la contestent. Mathias Baccino, merci d'être venu, vous êtes le coordinateur du pôle idée de la manufacture, ça c'est la manufacture de Xavier Bertrand, on l'aura bien compris. Merci à Sylvain Maillard, député La République En Marche, vous êtes membre de la commission des affaires économiques, je dis pas de bêtises. Affaires étrangères, mais vous avez eu à gérer le dossier formation Exactement. Au sein de votre je ferai le rapport, entre autres, sur l'apprentissage au mois de septembre, sur apprentissage, formation pro et contrat court. D'ailleurs, on aura l'occasion. Tous les deux chefs d'entreprise, je le précise. Mathias Baccino, Sylvain Maillard, chef d'entreprise sur le terrain. Et puis merci à Bernard Vivier qui a terminé par une petite touche politique, mais c'est important aussi de dire les choses. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, IST, créé en 84 1969. 69 Ben voilà. Belle année. Voilà. Belle année, je le confirme. Merci à vous trois. C'est bientôt fini, on va parler du cannabis. Alors, on cherche des dealers. Tiens, ça va intéresser. On parle d'emploi, mais attention, pas les dealers poursuivis par les policiers, pas ceux que dénonce Gérald Darmanin, non, des dealers légaux qui vont vendre du CBD, vous savez, dans des boutiques qui ont pignon sur rue. Et la France est un leader du chanvre et du cannabis. On va en parler tout de suite avec justement un leader de ce secteur. C'est tout de suite. Merci d'être avec nous. On parle du cannabis avec vous. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui travaille sur et qui vend du cannabis. D'abord, commençons par le début. Hier, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée pour votre secteur, c'est que vous n'avez plus ces boutiques, vous les voyez dans les grandes villes. Il faut préciser qu'elles ont pignon sur rue. Ce sont des dealers légaux, ce ne sont pas ces reportages avec la police. Ce sont des salariés de votre entreprise. Et hier, décision française, plus le droit de vendre des fleurs, c'est bien cela ? Alors, ce n'est pas une décision française. Il y a une envie du gouvernement français de soumettre, notamment à Bruxelles, à l'Union européenne, un texte visant à interdire la commercialisation de fleurs de CBD et même sous forme de tisane. Donc, c'est une envie. Évidemment, on va tous se mobiliser. On va faire le nécessaire pour essayer d'endiguer, du moins, cette décision qui nous paraît vraiment absurde, surtout dans l'état actuel des choses et au vu de la demande sur le produit. Alors, Alexandre Lacarrier, je précise, parce qu'on l'a entendu, une petite pointe d'accent suisse, oui. Parce que c'est la Suisse, votre entreprise vient de Suisse. Alors nous sommes basés en Suisse. En Suisse, parce que la Suisse a été un pays assez précurseur sur cette question du CBD. Juste une question politique, puisqu'il faut que je vous la pose. Comment vous regardez le débat qui est posé en France sur la dépénalisation, la légalisation, et surtout aujourd'hui sur la bataille contre les dealers de cannabis? Parce que vous recherchez des salariés aujourd'hui. Exactement. En France. En France. Pour vos magasins. Pour des magasins, pour des commerciaux, pour de la vente de proximité, pour la distribution dans des tabacs, pour divers domaines. Qu'est-ce qui distingue le fameux cannabis auquel les policiers que les policiers cherchent à attraper dans des cages d'escalier d'immeubles et votre cannabis? Qu'est-ce qu'il a de différent qui permet aujourd'hui de le vendre? C'est-à-dire que le cannabis que l'on cultive, c'est du CBD. Il y a une teneur de THC qui est inférieure à 0,2%, enfin 1% en Suisse, mais 0,2% pour qu'il soit légal ou dite zone grise en France. Et il n'y a pas d'effet psychotrope, c'est-à-dire que vous allez fumer 30 joints de CBD, vous n'allez pas être défoncé. Par contre, vous allez fumer 3 lattes sur un joint de THC, vous pouvez être défoncé. La filière, parlons-en, parce qu'il y a aussi les magasins, vos entreprises, qui vont se mobiliser, parce qu'évidemment, ça pose un problème commercial. Et puis, il y a la filière agricole du chanvre. Et la France est plutôt une filière très intéressante. C'est-à-dire que la France est un pays chanvrier depuis énormément de temps. La culture du chanvre fait partie des mœurs. Mais voilà, pour de la fibre et non pas un produit floral. Et donc, ça veut dire que vous pensez que la France peut
malgré le débat qui est posé aujourd'hui dans l'actualité, dans les chaînes d'information, assumer son choix de développer ce chanvre et du chanvre qui vous permettent de pouvoir ensuite le vendre en magasin? Non, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre leurs choses dans leur contexte. Le gouvernement français décide aujourd'hui d'interdire la commercialisation de fleurs de CBD, disant aussi qu'il sera compliqué pour les forces de l'ordre de faire la différence entre du THC et du CBD, parce qu'effectivement, ça a le même visuel, exact. Ça a la même odeur, ça a beaucoup de ressemblances. Ouais, bien sûr. De ressemblances, mais notamment en Suisse, on a depuis 2017, on a les policiers qui sont équipés de quick tests, c'est-à-dire c'est des tests qui permettent de directement sur place, quand ils arrêtent quelqu'un, de faire un prélèvement, de craquer, et s'il est bleu, ça a du THC, et s'il est rose, effectivement, c'est du CBD. Donc il y a des moyens de contrer ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une filière qui crée des milliers d'emplois, qu'ils soient directs ou indirects. On lance aujourd'hui sans franchise sur la France, mais il y a déjà d'autres grandes marques ou d'entreprises françaises qui sont très présents. Pour en nommer Dr Smoke, Street Shop, Sativa, Foxseed, enfin il y en a énormément et depuis des années et qui créent des milliers d'emplois. Aujourd'hui, nous, on pénètre le marché français. Je suis moi-même français parce qu'on a mes sociétés sont établies en Suisse, mais pour des raisons qu'on ne peut pas cultiver de CBD aujourd'hui en France. Donc on le cultive en Suisse, on est cultivateur et distributeur. Mais la France ne cultive pas le CBD. C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas possible. Du fait de cette zone grise, comme le produit floral est entre guillemets, le gouvernement français veut l'interdire, il est compliqué de le cultiver. Enfin, il met en danger quand même la filière commerciale, puisque vous citiez les marques concurrentes et on voit bien que vous travaillez la main dans la main. Ce sont des amis, des partenaires, on fait du business ensemble. Exactement. Ça veut dire que là, économiquement, les petits pots, puisque pour ceux qui sont allés voir ces boutiques, il y a des petits pots avec des tailles différentes dans lesquels il y a la tête qui est séchée, pour le dire simplement. Ça veut dire que ça sera plus possible selon la décision française. Non, c'est pas que ça veut dire que ça sera plus possible. C'est-à-dire que le gouvernement français aujourd'hui veut l'interdire, mais c'est pas parce que le gouvernement français, qui est un des fondateurs de l'Union européenne, faut le rappeler, veut aller à l'encontre des directives de l'Union européenne. Donc ça aussi c'est un sujet mais qui va nous prendre un peu plus que 6 minutes qu'on a aujourd'hui. Je suis d'accord. Donc on manquera pas en tout cas. Mais en tout cas, vous soulevez le fait que la France est à contre-courant pour des raisons très politiciennes françaises, puisque c'est de ça dont il est question, à contre-courant d'une décision européenne. Oui, exactement. Donc recours, j'imagine que là, juridiquement... de toute façon, il va y avoir des recours, c'est-à-dire que parmi les noms que je vous ai cités, qui sont des acteurs importants du CBD en France, on est en train de s'allier ensemble, constituer une fédération du CBD, une association du CBD, avec des avocats, avec des personnes pour les relations publiques, et on va faire le nécessaire, en tout cas, pour endiguer cette décision qui est totalement absurde. Alexandre Lacarrier, merci d'être venu. Vous êtes franco-suisse, puisque vous nous avez dit que vous étiez français, mais suisse aussi. Voilà, exactement. Franco-suisse, à la tête de Phytopharm. Phytocan, mais non pas Phytopharm. Phytopharm, ça va aussi. Mais ça va aussi, c'est pas de la pharmacie non plus, encore que on peut l'utiliser, ce cannabis, à des fins thérapeutiques, puisqu'il y a aussi un protocole autour du cannabis thérapeutique. Le combat ne fait que commencer, parce que vous implantez le marché, vous cherchez toujours 1000 dealers, 1000 salariés pour votre groupe, des vendeurs jusqu'aux commerciaux. Donc là, l'offre est... On peut aller sur votre site Oui, on peut aller sur notre site. Phytocan. Et donc, vous avez rubrique recrutement, et j'imagine Phytocansuisse.com. Suisse.com, si vous cherchez un emploi dans un secteur qui vous intéresse, parce que c'est effectivement un secteur assez dynamique et assez jeune, eh bien vous allez peut-être trouver chaussures à votre pied. Le combat ne fait commencer, on va suivre ce dossier évidemment, parce que c'est un débat franco-européen que vous allez soulever. Merci beaucoup Alexandre d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à vous qui nous regardez évidemment, et merci à toute l'équipe. Romain Luc au son, Héloïse Merlin, Romain Luc à la réalisation, Héloïse Merlin au son, je mélange. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous regardez, c'est un plaisir. Je serai là demain. Restez fidèles à tous nos programmes. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.